Bonjour et bienvenue dans les Dessous du Troll, le podcast numéro 83. Wouhou! Je suis en compagnie de Coralie, Salut. Aurélien, Hello! Alex, Hallo, wie geht's es Ihnen, ja? et Vincent. C'est moi Vincent. Salut Vincent! Et Vincent. Battu en compagnie de toi-même, c'est pas faux. Voilà. N'aie Donc pas peur. au sommaire de l'émission, on aura 3 critiques de... Enfin, Oui, pour c'est deux ça. de groupes, c'est ça? Ouais, parce que nous on fait des critiques et pas des tests. On est un peu des rebelles. Ah, il y a eu un débat critique-test. Voilà. Et ensuite, donc il y aura Artificium, C'est ça. que Coralie va nous présenter et critiquer. C'est ça. Between Two City, par Alex. C'est ça, exactement. Et Aurélien sera Blasterning. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, on aura un dossier sur les entretiens avec. Enfin, t'as eu. Alors non, c'est pas un dossier, mais j'ai été voir, parce que là on est dans les périodes des fêtes, l'épisode sort juste avant Noël. Donc l'année dernière, l'année d'avant, on s'est intéressé plus à la partie côté utilisateur de jeux de société, mais pas vendeur. Bon voilà, j'ai été dans une boutique, et vous verrez ça à la fin de l'épisode. Et t'as parlé avec le vendeur. Avec le vendeur, avec Eric. Ok, c'est cool. Bon, bah. Restez jusqu'à la fin du coup. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par. la On va peut-être critique. dire qu'ils peuvent nous retrouver sur Ah oui. Twitter, Facebook, YouTube, Google+, Ah. Dailymotion, le site dessous-du-troll.fr. Enfin, vous commencez à avoir l'habitude de tout ça, mais bon, on le redit à chaque fois quand même. Hein. Bah, si vous N'hésitez tombez pas par à hasard. Si vous C'est aimez ça. bien, vous partagez à des potes, machin, enfin les trucs habituels que tout le monde vous dit tout le temps dans toutes les vidéos YouTube et tout ça. Sauf qu'on met pas de lien sur nos vidéos YouTube. Ouais, c'est vrai. Cliquez ici, Cliquez là, cliquez là. Si ça marche pas sur Dailymotion. Ah d'accord. C'est peut-être pour ça alors qu'on le fait. Ouais, puis j'ai la flemme de le faire aussi. Et puis comme on gagne à peu près un kebab chaque année avec... Non, tous les 8 ans on a des Ouais, cadeaux. tous les 8 ans. Tous les 8 ans on a un kebab, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc Oui. on commence par moi, c'est ça? C'est ça, avec Artificial. Avec Artificial, donc un jeu de... Alors attention parce que moi les noms russes... Alors je crois que c'est Timofey Chargorodsky. Bonjour à lui. Le jeu est sorti en 2014. C'est pour 2 à 6 joueurs. Ça dure environ entre 35 et 45 minutes. Vous le trouvez donc distribué par Asmodée et vous le trouvez dans les alentours de 25 €. Plus ou moins suivant les sites où vous allez. Ou suivant les boutiques, j'imagine. Oui, oui. Voilà aussi. Oh, les prix, ça se trouve pas. C'est du simple au double, mais au x10. Suivant on va. Alors, Artificial, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à points de victoire, comme beaucoup de jeux dont les règles de gagner. Le but en fait, c'est de faire une ligne de production qui permet de gagner des points. Donc une ligne de production, c'est quoi? En gros, je produis du blé, le blé je transforme en bière, la bière je transforme en... Je ne sais plus ce qu'il y a après la bière. Bon, après, il y a Ah, c'est vrai que la bière Allez. ça monte tout en haut, la bière. Là, ça te monte directement au soldat. En fait, Oui, c'est voilà, c'est pour ça en fait. C'est très actuel. Donc après, il y a du bois qui donne du charbon, qui donne du fer, qui donne des épées, qui... Voilà. Et qui donne des soldats. Et qui donne des soldats. Il y a des chevaliers, vu qu'ils sont à Dada. Ouais. Ça faisait plus chevalier. Donc en gros, voilà, c'est de faire une bonne ligne de production pour pouvoir transformer toutes nos ressources. Au fur et à mesure qu'on transforme les ressources, on gagne des points de victoire. Et c'est comme ça, Oui, c'est la grande. en fait, c'est le seul moyen de gagner des points de victoire. Non, enfin, t'as le chevalier qui. Oui, en fait perdre. mais... Enfin, mais bon, ça oui, revient à alors, la production. Ouais. Ça vient de la production. Ça revient de la prod. Alors, comment produire? En gros, vous allez avoir une partie shopping en fait. Vous aurez des cartes que vous pourrez acheter avec de l'or. Ces cartes, vous les jouerez après donc à tour de rôle.
et ça va vous débloquer donc, des ressources, etc., etc. Ouais, enfin les cartes, t'en as en main. Hein. Oui, Celle que t'en as t'achètes en à main, l'Amérique de l'Or, mais c'est ça, de t'en l'échange. achètes. Non, c'est un échange. Tu poses Oui. une carte de ta main, C'est ça. tu payes, je sais plus, c'est 2 pièces d'or, je crois. C'est ça, Enfin, la mais- première est gratuite. La première est après, gratuite, c'est- tu après payes. c'est 2 pièces d'or. Et tu poses une carte de ta main et tu reprends une du marché. C'est ça. Mais t'en as Mais 5 de vous base. avez aussi Ouais, la les cartes. possibilité de défausser toute votre main si vous dites c'est pas possible. Je peux rien Ouais, faire avec on, peut, ça. on peut faire un mulligan, pas de problème. Voilà. Donc en gros, le jeu démarre comme ça. Vous avez des cartes en main, vous avez la boutique au milieu, vous achetez des cartes ou pas. Bon, échanger plutôt, on va dire, pas acheter. Oui, c'est un échange. Vous échangez des cartes ou pas. Après, quand tout le monde a fini d'échanger ce qu'il voulait, chacun va jouer donc sa carte et faire ses petites ressources et marquer ses points de victoire. Sachant que ça, c'est simultané. C'est Tout simultané. le monde choisit face cacher sa carte, tout le monde révèle en même C'est temps. ça. Et Et après, il y a un ordre pour résoudre les oui, cartes. parce qu'il y a donc parce que ça, peut il y a les influencer. cartes donc, on va dire de production, c'est en fait des cartes de bâtiments Oui. qui produisent en fait donc du blé, etc. Et vous avez aussi des cartes actions. Vous en avez 4 différentes qui vous permettent donc par exemple de récupérer des pièces, permet de voler des cartes chez votre adversaire. C'est pour ça Ouais. que ces cartes-là passent en priorité en fait au moment où on résout. Ça permet aussi de reprendre en main une carte qu'on a déjà posée, etc. Parce que après, oui, quand on fait notre tour, on a posé nos cartes, on a posé nos cartes. On ne repioche pas, il n'y a pas de... Le tour se finit lorsque on a fini soit de poser toutes nos cartes, soit qu'on a décidé de s'arrêter. Parce qu'on peut garder les cartes en main si on a envie, ou après les défausser. Oui, on peut aussi les Pour défausser prendre le tour. s'ils ne nous intéressent pas. C'est ça, En gros, la défausse, ça revient à la jouer, et puis en fait, au lieu de la poser, Et on la la jouer, jette. Quoi. ouais. On la joue. c'est ça. Donc plus vous faites des productions de ressources, plus vous produisez des ressources élevées, parce que ça vous a coûté d'autres ressources avant, plus vous marquez des points de victoire. Et vous avez tout en haut donc la création d'un mage ou la création d'un chevalier, qui eux, non seulement vous permettent de marquer 8 points de victoire tout de suite, et en plus font chacun un petit pouvoir. Donc on a le chevalier qui, vous choisissez un autre joueur et vous lui envoyez un chevalier, Bah oui, en gros, c'est ça. Voilà. Ah, ouais. et donc il perd 4 points de victoire. Et le mage, vous piochez 5 cartes en fait, et vous en défaussez 3. Ouais. Donc vous pouvez un peu refaire votre main et choisir ce que vous avez besoin. Chevalier qui est du coup beaucoup plus puissant à 2 qu'à 4. Ouais, ouais. Oui, Parce qu'à Mais- 2, c'est comme si tu faisais plus 12. Hein. À 4, c'est moins. sachant que Parce le que c'est un peu serré chevalier normalement le jeu quand même. te fait déjà marquer 8 points et te fait retirer 4 points à un autre joueur. Ouais, c'est comme si tu faisais un Donc plus à 12 2, c'est un peu violent. Ah, et le mago te met tellement devant et les gens se focus contre toi et veulent que te faire perdre après. Ouais, alors C'est ça. c'est bien d'avoir des cartes en plus, mais c'est pas sûr que ça soit suffisant. Moi, je sais pas, pour toutes les parties que j'ai fait, j'ai toujours joué sur le chevalier. Je sais pas si c'est par un hasard ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais réussi à produire la ressource qui est tout en haut. C'est pas des gemmes, non, je sais plus ce que c'est. Des Non, potions des c'est potions. pas des potions. J'arrivais pas à produire de potions, donc au bout d'un moment j'ai arrêté. Je fais bon, je fais du charbon, je fais des épées, de la bière, Ouais, c'est parce des que- chevaliers. Parce que ça dépend énormément de ce que tu pioches comme carte. Parce que évidemment, si tu pioches déjà des cartes qui te font dans la ligne du chevalier, tu vas pas aller acheter de la ligne du magicien ou des trucs comme ça. Donc Ça. tu restes dans cette ligne-là et tu produis ça. Quoi. Donc, moi j'ai fait un peu les deux, j'ai fait du chevalier, j'ai fait du mago. Je pense que ça se vaut à peu près. Oui, c'est pareil. Dans tous les cas, en fait, Il y en a un qui est plus direct. Quoi. C'est les points de victoire, tu vois directement il qu'est-ce y que en a un tu qui a fais. plus d'interaction, en fait, surtout. C'est Le ça, mago c'est n'a que. pas d'interaction, Oui, c'est vous avez déjà du golfif dans ton coin. Peu et- d'interaction donc, dans le jeu parce qu'en fait déjà si vous avez donc le marché au tout début où vous pouvez prendre une carte que quelqu'un était intéressé d'avoir, etc. Ouais, c'est Bon, il n'y a pas l'interaction plus que légère. ça. Après vous jouez en simultané donc il n'y a pas vraiment d'interaction sauf pour certaines cartes actions qui vous permettent de voler chez votre voisin. Mais en gros il n'y a pas trop d'interaction entre les joueurs. C'est un peu du hasard sur la pioche du début et savoir si vous avez les cartes qui se suivent. C'est-à-dire que si vous avez que des cartes de la dernière construction, on va dire, des derniers bâtiments, oui, mais vous n'avez pas de ressources de blé, vous n'avez pas de blé, vous savez pas faire en fait. Il faut vraiment faire dans l'ordre, avoir les ressources de base pour après pouvoir avoir la ressource secondaire, etc. etc. Oui, Donc c'est c'est ça vraiment, qu'on vote. vraiment basé sur le hasard, hasard du tirage de cartes. Et vous pouvez temporiser le hasard parce que vous avez quand même votre première carte du marché qui est gratuite. Oui. Mais C'est pas temporiser voilà, le hasard, vous pouvez c'est-à-dire un que tu peu... peux un peu réajuster ton C'est deck ça. pour pas trop cher. C'est ça. En fait, enfin, ce jeu, enfin, moi j'aime pas personnellement. Enfin, c'est pas un mauvais jeu, hein, attention, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que les mécaniques sont fluides, ça joue bien, c'est agréable à jouer.
Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, pour des joueurs de notre niveau de jeu, sans dire qu'on est très bon, mais on a joué à beaucoup de jeux, c'est ça que je veux dire par là, finalement, optimiser notre jeu pour en tirer le maximum de points de victoire, ça se fait en un claquement de doigts. C'est-à-dire, tout de suite, on voit, il faut que je joue cette carte-là. Là, il faut que je craque mes gènes pour avoir telle ressource. Oui, parce qu'on peut acheter des ressources avec de l'or aussi. Oui. On n'est pas obligé de l'avoir pour la carte. Si vous avez plein d'or, vous pouvez dépenser l'or pour acheter des ressources. Et puis tout de suite, on sait optimiser le jeu. Donc en fait, globalement, la différence de jeu entre nous, quand on joue entre nous, elle se fera pas du tout sur le skill, puisqu'on a on a très facilement le même skill, parce que c'est très vite bridé en termes de palier de difficulté. Mais elle se fera juste sur la pioche. Ouais, Donc sur le tirage de cartes. En plus, il y a un deuxième problème dans le jeu, c'est qu'il y a un effet snowball de malade. Si vous êtes bien, vous êtes de mieux en mieux, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand vous avancez dans les points de victoire, vous gagnez des ressources en plus. Juste, oui. Les ressources, on les regarde qui d'un vont tour à l'autre. s'accumuler, qu'on garde d'un tour à l'autre, qui C'est vont ça. s'accumuler, qui vont permettre de continuer d'avancer. C'est ça. Quand vous êtes mal, alors il y a on peut se débarrasser des cartes, mais il y en a certaines qu'on va vouloir garder, du coup on a moins de variantes de main parce qu'on n'a pas trop joué, et puis du coup on n'a pas trop d'or, donc on peut pas trop acheter au marché pour un peu améliorer sa main, etc. Et en fait c'est l'effet snowball dans l'autre sens, quoi. Et au final les cartes se creusent, quoi. S'il y a vraiment des mauvais decks ou des très bons decks, quoi. C'est ça. Donc globalement pour nous c'est vrai que pour moi c'est pas un jeu très intéressant parce que voilà, ça demande pas plus de compétences que ça. Par contre ça joue bien, c'est vrai que c'est fluide, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça joue très bien, mais je pense que ça intéressera des publics un peu moins habitués aux jeux de plateau, quoi. Un peu plus famille. Ouais, peut-être un peu voilà. plus famille, peut-être un peu moins hardcore gamer, on va dire. J'ai oublié un peu de spécifier aussi, sur la piste des points de victoire, en fait, vous récupérez des petits bonus au fur et à mesure. Donc récupérer une ressource, récupérer de l'or, ce genre de choses, quoi. Donc, de temps en temps, il faut un petit peu le prévoir dans ce qu'on veut faire. Parce que Alors- les points, on les marque tout de suite, en fait, de victoire. C'est je pose ma carte, je prends mes ressources, je gagne mes points de potentiellement, victoire. ça peut te servir pour Donc, la suite. Voilà, ça Oui, peut oui, nous tout à servir par la suite. Donc, après, est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce jeu? On n'a pas parlé du packaging, il est très bien, Ah. sauf un truc Oui. qui m'a fait bondir, C'est quoi qui t'a qui m'horripile et qu'on a vu dans un autre jeu qu'on vous critiquera plus tard, mais je trouve ça inadmissible. Je sais pas pourquoi ils font ça maintenant. Vous avez des jetons de couleur pour chacun, pour symboliser votre héros, enfin votre personnage, qui se met sur la piste des points de victoire. Donc ils sont de couleurs différentes. Et ils vous ont filé à côté des putains d'autocollants à coller sur le jeton pour mettre la petite couronne, le petit machin qui est le symbole de votre personnage. Alors on n'est pas chez Kinder Surprise, donc vous m'arrêtez ces conneries les gars. C'est quoi ce délire de mettre des autocollants sur des cubes en bois, quoi? La couleur suffisait largement, pas besoin de l'autocollant. Sachant qu'en plus, sur les autocollants que j'ai eu dans ma boîte, la moitié était mal découpée, donc sont à moitié déchirés et tout, et en plus, évidemment, quand vous les collez, c'est pas bien centré, machin, c'est dégueulasse le résultat, quoi. Ouais. Donc ça, moi, Je comprends. en fait, j'aurais juste pas dû les mettre, j'aurais juste dû laisser les jetons de couleur, ça suffisait amplement. Donc là-dessus, gros coup de gueule, pas bien, arrêtez ça. Voilà. Sinon, le reste, Mais bon, c'est un petit détail, mais ça c'est m'énerve. correct en fait. Bah, tu sais, des fois, les détails. Non, mais je crois que c'est le premier jeu que je vois qui fait ça. Enfin, j'ai Ah pas. non, il y en a plein. Mais je les ai pas ces jeux-là. C'est pas faux, je crois qu'on les a pas en fait. J'ai pas mémoire d'un jeu qui m'a demandé de coller des autocollants. C'est pire, en plus, souvent maintenant c'est sur les dés. Sur les dés. Ouais, sur les dés, en J'ai fait pas t'as de des jeu. dés sans C'est horrible face, ça. tu colles à des trucs. J'ai pas de jeu qui m'a demandé de coller des trucs sur les dés. Non, mais arrêtez Oui. ça, quoi. Alors peut-être que ça vous fait gagner 3 centimes sur le paquet de la boîte, non, le tu prix mets de la pas, boîte. tu mets pas la planche d'autocollant, tu la mets pas et voilà. Voilà, vous mettez des couleurs différentes et pas d'autocollants, et puis ça fait encore le jeu moins cher. À C'est ça. produire. Non, mais j'ai pas de jeu qui fait ça. Hein. Je me rappelle pas. Hein. Non, je me rappelle pas non plus. Ah, j'en ai plein. Ouais, bah, j'ai peut-être pas dégoûté, pas toi. Donc voilà, c'est C'est ça. un jeu Ouais, je sais plutôt famille. Pas vraiment un jeu pour les experts, ils ont envie de s'en lasser. Mais en famille, c'est un jeu qui joue plutôt bien. Voilà. Ok, bon, bah, critique assez complet. Et maintenant, on va passer à Between Two Cities. Between Two Cities. Alors, je vais avoir plusieurs aspects dans cette critique, histoire de changer un peu. Between Two Cities a la particularité, avant de commencer de parler du jeu, d'avoir un petit paquet en plus dans la boîte qui permet de définir de façon rigolote qui va commencer le jeu. En fait, c'est pas tellement qui va commencer le jeu, mais comment les personnes vont s'asseoir sur la table. Ah, Sur parce la que ça soit table. sur la table. Autour de la table. D'accord. Je me suis dit, c'est ça y est, que- on trouve un jeu débile. Je pensais que la plupart du temps, c'est le dernier qui a été au zoo, le dernier qui a été machin. Ouais, et celui qui a compagnie. les oreilles les plus pointues. Voilà, bah là t'as 32 cartes différentes pour définir dans quel ordre il faut s'asseoir autour de la table. Ok. Et à côté vous taisez. Oui, Voilà. on vous entend, je vous C'est signale. ça. Donc,
il y a 32 cartes différentes pour savoir comment se mettre autour de la table. Vous avez très clairement les cartes, vous mettez par ordre alphabétique de la commune de naissance. Sympa. Voilà, enfin, c'est que des trucs comme ça, genre le deuxième prénom de la mère par alliance. Il y a 32 cartes différentes. Mais on est obligé de toutes les jouer? Et non, mais c'est juste, Ah, d'accord. c'est juste en plus. J'ai cru que on devait utiliser toutes les cartes pour voir ça. Mais non, t'as choisi une et... Ok. Ouais, tu mets face cachée et pouf, t'en mets une. Ok. Autre chose rigolote sur ce jeu-là. Ce jeu-là est fait pour être joué à plusieurs. Hein. Il commence à être bien à 4, 5. 4. À 2, il y a un nombre incalculable de règles en plus pour définir les équivalents des zones franches et compagnie. Je pense qu'ils se sont fait chier pour rien parce que ce jeu n'est pas bien à 2. Voilà. Oui, Mais là, ils l'ont sorti et puis c'est bien fait. Il y a des noms rigolos aux personnages virtuels, on va dire, et c'est sympathique. Maintenant, parlons un peu de la gestation de ce jeu-là en tout. Between Two Cities est une campagne de crowdfunding sur Kickstarter qui s'est lancée à peu près à quand, c'est ça? Ouais, bon, c'est... il est pas tout jeune, il devait sortir en mars de cette année, 2015, donc si je me souviens bien, c'est à peu près 6 mois, 8 mois avant qui s'est mis en ligne. Donc il a explosé le score très clairement en faisant plus de 10 fois de ce qui était prévu. Et ce jeu est ressorti en version vraie boîte, tout simplement, maintenant. Et c'est celle-là dont on va parler. Alors, c'est un jeu de Ben Rosset et de Mathieu O'Malley. Voilà, illustré par Beth Sauvette. Les illustrations sont... Bon, ce serait méchant de dire quelconque, mais c'est une ville, hein, tout simplement. Donc, c'est des tuiles. Elles sont pas moches, mais il n'y a rien de fantastique dessus, il n'y a rien de... Voilà. C'est très sobre. Voilà. Là, dans la sobriété, c'est parfait. C'est édité par Morning Players et distribué par Morning Players. La boîte est très bien. Vous la trouvez dans les bonnes crèmeries pour moins de 30 €. Voilà, il y a du matos dedans et surtout un deck pour savoir qui commence, qui est important. Il doit coûter la moitié du prix du jeu, non? Non, parce que le reste c'est... Il y a beaucoup de matos? Il n'y a pas beaucoup de matos, mais il y en a pas. J'ai juste un peu une question. On peut mettre ce deck pour notre jeu? Oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est réutilisable. Oui, si vous avez... Il y a un jeu qui est sorti pour SN l'année dernière qui s'appelait First Player. Et c'est un jeu avec dedans une tripatouillée de jeux, c'est pour savoir qui commençait le futur jeu. Ah, bon voilà. ça. Et là, ça nous dire un petit peu. Comment fonctionne le jeu? Donc, je vous ai dit qu'il y avait une importance, pas tellement à qui va commencer, mais comment les gens sont assis autour de la table. Le jeu, c'est un city builder qui utilise le format de draft, qui utilise des tuiles qui font du 2 par 2 et du 3 par... Enfin là, des tuiles qui sont pas forcément carrées. Voilà, à la tétromino, mais ça c'est pas important, quoi. Donc vous asseyez autour de la table et vous êtes le maire qui va construire non pas une ville mais 2 villes. Vous allez construire une ville avec la personne de votre droite et une ville avec la personne de votre gauche. D'accord. Voilà. Donc comment c'est matérialisé sur la table? Vous êtes assis idéalement sur une table ronde et entre chacun de 2 joueurs consécutifs, il y a une zone de future ville. Voilà, où vous allez poser des tuiles dessus pour faire un carré qui fait du 4 par 4. Donc il y aura 16 unités de tuiles, mais bon, comme il y a des tuiles doubles, voilà, qui représentera la ville que vous partagez avec votre voisin de droite et une autre ville que vous partagez avec votre voisin de gauche. Donc le jeu, comme je vous ai dit, c'est un draft. Vous allez récupérer au début de tour un certain nombre de tuiles. Vous allez en sélectionner une pour la ville de droite, une pour la ville de gauche. Repasser le reste pour faire tourner, et ainsi de suite. Donc la première partie, on tourne sur la gauche. La deuxième, c'est un peu spécial, c'est on a des tuiles plus grandes. Donc là, il n'y a pas de draft. Vous avez 3 tuiles, vous en sélectionnez une à droite, une à gauche, une qui va à la poubelle. Et après, troisième phase, vous retournez avec les petites tuiles et vous les faites tourner sur la table. Donc, il y a 2 parties dans le jeu là. J'ai une question. Est-ce que tes voisins ils savent quelles sont les tuiles que tu as mis de côté? J'ai pas encore dit ça. Voilà. Quand tu sélectionnes, voilà, tu mets les tuiles que tu veux à ta droite, les tuiles que tu veux à ta droite. Quand tu révèles, tu révèles. Donc,
tu vas parler à ton voisin de gauche pour savoir comment vous allez, parce que lui aussi il a révélé une tuile, donc vous allez dire ah bah on pose ça comme ça et ça fait des points et on met comme ça, vous faites ça avec le voisin de gauche, après vous faites ça avec votre voisin de droite, et ainsi de suite. Donc c'est ça, vous le faites tout le temps, après vous finissez. Il y a des petites règles de pause sur les tuiles, pas possibilité de faire plus que 4x4 en hauteur et en largeur. Voilà, vous n'avez pas le droit aussi d'autres trucs, mais bon, ça c'est un peu important. Mais dans tous les cas, la règle de base, c'est pas de plus de 4 longueurs et 4 hauteurs. Voilà. Parce qu'à la fin, toutes les villes seront complètes. Voilà, elles seront complètes en 4x4. Donc là, vous êtes obligé, dans tous les cas, de poser un moment avec votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Le fait que, comment fonctionnent les points de victoire, c'est assez complexe, mais bon, ça on s'en fout. C'est que si vous avez des villes pavillonnaires, des bouts pavillonnaires à côté d'usines, ça rapporte moins de points, mais si vous n'avez pas les villes et les usines, vous n'avez pas tous les points, et quand vous mettez les... Voilà, bon, ça on s'en fout. C'est les règles. C'est comme voilà. SimCity, en fait. En gros, plus votre ville elle a des espaces verts grands, qu'elle a plein de possibilités, genre d'aller au shopping, d'aller bosser, d'aller dormir, mais que quand tu dors, t'es pas à côté de l'usine, voilà, c'est l'urbanisme habituel, celui-là il aura le plus de points. Et qu'il y a des zones pour aller écouter des concerts, manger, voilà. Donc le truc c'est que à la fin de la partie, vous gagnez quand vous êtes celui qui a le plus de points dans la ville où vous en avez le moins. D'accord. Ok. Voilà. Ta ville où t'es le meilleur, elle compte pas en fait. Non, c'est la ville où tu as été le moins bon qui compte. Donc tu peux pas dire je mets tout dans cette ville-là parce que sinon j'ai gagné. Parce que tu vas juste faire gagner ton voisin potentiellement avec toi parce que tu as négligé une de tes villes. Ouais. Tu es obligé d'optimiser parfaitement tes deux villes. Donc obligé d'optimiser Bien les équilibrer. tes pauses de trucs. D'une part, le fait que tu poses, et d'autre part, le fait que il faut que dans ta tête, tu réussisses à faire des alliances plus ou moins avec ton pote pour dire la prochaine serait bien que tu poses pas ça, parce que comme ça nous rapportera plus de points. Mais le truc, c'est que des fois, tu te retrouves avec pas beaucoup de tuiles dans ta main et que tu es obligé de non, je peux pas, je préfère mettre ma tuile sur celle-là, sinon ça ne me fait pas de points du tout. D'accord. Donc le jeu est très rapide. En 20 minutes, c'est torché. Je pensais que moi j'en ai joué à 4, il allait y avoir une espèce de flottement parce qu'en fait, quand tu fais les villes, tu le fais pas, tu es obligé de le faire avec ton voisin de droite plus ton voisin de gauche, mais si tout le monde le fait dans un sens et compagnie, mais le sens qu'il a envie, parce que il y a, voilà, donc, mais en fait ça se passe bien parce que finalement il n'y a que au début où tu sais pas trop quoi faire, donc tu poses des trucs, et à la fin c'est assez obvious quoi. Il faut qu'on pose là, comme ça on aura plus de points. Sachant qu'en plus, il n'y a pas de faut que je bloque cette ville là parce que sinon tu perds. Oui. Voilà, donc tu es obligé d'optimiser partout. Donc c'est ça qui est bien. Donc là finalement il n'y a pas le jeu est très fluide là-dessus. Mais si t'es à 5, ça va pas poser un souci parce qu'en gros il y en a deux qui vont discuter et un qui Oui, va là tout il seul. attendra un peu. Ou alors il commence à poser des tuiles et proposer une solution, non? Voilà, mais enfin il faut qu'au niveau de la pose des tuiles, les deux soient d'accord. Voilà. D'accord. Après tu peux tout à fait poser, mais si tu perds parce que si tu n'optimises pas, tu vas avoir un truc qui va pas te rapporter de points et sur celui-là qui va te compter. Donc c'est ça qui est bien trouvé, c'est que tu es obligé d'être bon. Là j'ai une question rapide, on est obligé de poser tous les tuiles ou Oui. Toutes les villes sont complètes à la fin de la partie. D'accord. Et même tu poses ta tuile si à la fin tu dois bloquer un trou, et ben même si ça te fait perdre des points, enfin ça te fait gagner presque pas de points, et que tu n'aimerais pas la poser parce que si ça te fait par exemple une liaison entre industrie et zone, t'es obligé. Fallait le prévoir. Fallait le prévoir. Enfin prévoir c'est un grand terme, mais bon. Donc voilà, c'est un jeu qui est très intéressant, qui est très fun, j'ai présenté une façon très stratégique du jeu, mais au final, c'est pas tellement sur ça, parce que les choix que vous allez faire, c'est pas tellement la puissance d'organisation, c'est juste une bonne symbiose avec vos voisins de droite et gauche. Parce que si vous posez au même moment la même tuile, ça ne sera pas ce qui va rapporter plein de points. Ouais. Voilà. Vous allez pouvoir faire des échanges, mais encore une fois, lui aussi a un dilemme. Vos voisins ont des dilemmes aussi, les mêmes que les vôtres.
Donc des fois, vous vous retrouvez à avoir un plan bien tracé, mais non, son plan fait que sur la ville qui est plus loin, ça va tout casser. Donc voilà, c'est un jeu qui est très bien, qui ne demande pas beaucoup de réflexion, sauf le seul bémol que je trouverais, c'est compter les points à la fin de la partie, c'est super compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est vraiment c'est que des formules un peu à rallonge, compter le nombre pas de marais, mais de parcs que vous avez, ça fait une ligne, vous la multipliez au carré. D'accord, c'est la grosse formule mathématique. Non, c'est pas de la grosse formule, mais C'est pas des ça. C'est pas t'as ça fait ça, un point. Non, c'est si t'as une bonne ligne, ça fait ça, s'ils touchent machin, c'est ça, s'ils sont alternés, c'est. Non, mais bon, ça permet d'avoir un calcul des points bien cohérent et qui finalement se rapproche beaucoup, encore une fois, de SimCity et compagnie, où là tu fais des points. De quelque chose qui est relativement logique, voilà, pas non plus juste pour gagner des points en fait. Non, c'est pas illogique. Faut, par contre, et puis de toute façon c'est une zone à un moment qu'on fait tous ensemble, donc voilà, le mec qui a bien compris le fait sans souci. Ouais, et j'ai une question rapide et après on passera à la question suivante. C'est Oui. combien de joueurs entre 2 joueurs et Alors le maximum, je sais plus. David, t'avais joué à 5. Moi j'ai joué à 5, si je me souviens bien c'est 6. D'accord. Voilà. Ah ouais. Non, 7, jusqu'à 7 joueurs. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Bon, ça. Oui, parce qu'en fait, il y a 7 joueurs, donc il y a 6 villes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a un gros plateau de jeu pour compter les points qui sert uniquement à la fin. Et il y a des miniatures de villes et, avec les monuments principaux, la tour Eiffel, les tours de machin. Il y a un des monuments, si vous trouvez à quoi il ressemble, faut nous le dire parce que il est tout blanc. Et on dirait un des canaux de Venise, mais je suis pas sûr. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, maintenant qu'on a fait le tour de ce jeu qui est passionnant, on va faire maintenant Masterline. Ça. Alors, Masterline. Alors, un jeu fait par Jonathan Bizet, illustrateur c'est Gwen Vivancos, je crois. Oui. J'espère que je le prononce bien. C'est édité par Sofa Games et c'est distribué par Millennium. C'est 2 joueurs, tout pile, pas plus, pas moins. 7 ans et plus, même si je pense que plus jeune, vous pouvez déjà y jouer. Ça dépend de si vous aimez bien les jeux de plateau ou pas, mais enfin, ça me paraît pas impossible. Une bonne dizaine de minutes pour une partie, des fois ça peut être plus rapide, ça dépend. Et vous le trouvez en moyenne à 13 € dans les magasins ou sites. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ce jeu on ne le connaissait pas du tout. Moi j'en ai pas entendu parler avant de l'avoir, et en fait on l'a eu en cadeau à une commande sur un site bien connu. Ouais, il y a des petits bonhommes en patates qui font le calendrier de l'avant. Ouais, c'est ça. Bref, ils nous l'ont offert en cadeau dans la commande, parce que c'était à partir de 100 € de commande, je crois qu'ils avaient un cadeau. Et du coup, on s'est dit, cool, on va y jouer. Et c'est une vraie bonne surprise. C'est une vraie bonne surprise parce que je m'attendais pas. Enfin, généralement, on a des fois un peu l'habitude d'avoir des gens. Les jeux qui sont donnés, en général, ça pue. Oui, c'est moyen. Ça va être les jeux qui sont pas vendus, donc ça inquiète un peu. En fait, pas du tout. Enfin, je sais pas si c'est vendu ou pas, mais en tout cas, il est très bien ce jeu. Alors, que je vous explique un peu comment ça marche. Donc, la boîte, c'est un jeu d'une taille style Cocktail Games. C'est des petites boîtes. Elle n'est pas en métal, mais c'est cette taille-là. Il y a 47 cartes dedans et une règle du jeu, et c'est tout. Les cartes, c'est des cartes qui sont des cartes carrées qui font à peu près la largeur des cartes de timeline, pour donner une idée. Donc, c'est des petites cartes carrées. Et sur chacune des cartes, vous avez 4 rouages de dessinés. Les rouages qui sont dessinés sur chacun des bords. Les rouages peuvent être argentés ou cuivrés. Il y a 2 couleurs, et puis quand vous allez jouer, il y a un joueur qui jouera une couleur et l'autre joueur qui jouera l'autre. Le but du jeu est d'aligner 5 rouages à un moment dans la partie, quand vous posez vos cartes, d'aligner 5 rouages, en ligne, en colonne ou en diagonale. Ça, c'est le pitch général. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le détail. Premièrement, la pose des cartes. Donc quand vous commencez, on pose une première carte pour initialiser le plateau, et puis après, chaque joueur, à son tour, va piocher une carte, puis poser une carte. Puis après, l'autre va faire pareil, etc., jusqu'à ce que mort s'ensuive ou jusqu'à ce que quelqu'un gagne. C'est ce que mort s'ensuit. Donc, Non, il n'y a personne qui meurt dans ce jeu, je vous rassure. éventuellement la pioche. Non, Je sais pas si un draw est théoriquement possible, mais j'en ai pas encore vu. Une égalité. Une égalité est théoriquement possible, mais j'en ai pas encore vu. C'est-à-dire arriver au bout de la pioche. Donc l'idée c'est que vous allez poser une carte. Quand vous posez votre carte, vous devez la poser avec au moins un côté adjacent à une autre carte déjà posée. C'est ça. Minimum, potentiellement plus, évidemment. Et les rouages qui sont
adjacents à d'autres cartes autour doivent être de la même couleur. C'est-à-dire que si vous avez sur la droite de votre carte un rouage cuivre, et que si vous posez une carte, vous avez une carte à droite, elle doit être cuivre aussi. Vous pouvez pas, faut que les rouages soient complètes. Vous devez respecter les couleurs Voilà. qu'il y a. Faut que les rouages soient complètes, sinon ça marche pas. Au moment de la pause, en tout cas. Au moment de la pause. Ensuite, sur chacune des cartes, vous avez des petits symboles. Enfin, il y a 2 symboles différents ou pas de symboles en fait. Pas de symbole, très bien, vous avez posé votre carte, basta. Sinon, vous pouvez avoir des flèches dessinées sur la carte, des flèches en forme de cercle, qui peuvent être soit dans un sens, soit dans l'autre, soit dans les deux. Ces flèches-là indiquent que vous avez le droit de faire une rotation d'une carte adjacente à la carte que vous venez de poser. Cette rotation donc, est d'un quart de tour dans le sens de la flèche, et vous devez juste respecter une règle, c'est que le rouage entre cette carte et la carte que vous venez de poser fonctionne, c'est-à-dire soit de la bonne couleur. Tous les autres, pas obligatoirement, ça permet donc de casser les lignes déjà présentes. C'est ça. C'est très important en fait dans la partie, c'est un peu le truc qui permet de vraiment mettre un intérêt au jeu, parce que ça évite le mec il fait une ligne et puis voilà, vous pouvez rien faire. Il fait une line. Bah oui, Master of Line. Voilà. Et puis vous avez aussi un symbole de cadenas qui vous dit que cette carte ne peut pas être tournée, tout simplement. Et puis vous avez un dernier type de carte avec un fond bleu, qui sont des cartes joker où les rouages sont de la couleur que vous voulez. Enfin, de la couleur du rouage en face. Ils sont des 2 couleurs en gros. Ouais, ils sont des 2 couleurs, donc c'est de la couleur du rouage en face, globalement. Sauf si 2 jokers sont collés, auquel cas c'est l'un ou l'autre, suivant comment ça vous arrange. Voilà, c'est tout pour les règles, c'est donc très rapide, vous voyez, en 5 minutes je vous ai expliqué les règles, vous êtes prêts à jouer maintenant. Donc ce jeu, donc ça joue très rapidement, les 2-3 premières parties, on va un peu mal le jouer en général et on va un peu se faire avoir vite parce que notamment on suggère très rapidement la capacité de contre d'une ligne. Par exemple, le gars a déjà posé 4 rouages, pour aller contrer à ce moment-là, ça peut être très compliqué et potentiellement vous allez perdre, quoi, par exemple. Donc il y a un peu à prendre le jeu, donc ça nécessite 2-3 parties, mais bon, vu que ça dure 5-10 minutes, en une demi-heure vous êtes, ça va. Vous pouvez en enchaîner plusieurs, ça va. Ouais, c'est clair. Donc sur le jeu, pourquoi je le trouve très bien? Parce que je le trouve très bien. Voilà. Oui, non, je trouve ce jeu très intéressant. C'est une manière de revisiter les morpions puissance 4 et compagnie en rajoutant de la profondeur de jeu. C'est-à-dire que sur la base, c'est bateau, on aligne des trucs. Oui, mais en fait, le fait d'avoir ces rotations, d'avoir les jokers, d'avoir les diagonales, les lignes et les colonnes, ça c'est important, les diagonales ça change beaucoup de choses, que les rouages soient sur 2 cartes différentes, puisque finalement quand vous en faites un, il faut 2 cartes. Tout ça fait que ça amène beaucoup de profondeur au jeu, et en fait c'est vraiment intéressant. La mécanique de jeu est très fluide, puisqu'il n'y a rien, c'est poser une carte. Mais après, derrière, il y a de la vraie réflexion en se disant où je pose, comment je bloque l'autre, comment je permets d'avancer, tout ça. Et du coup, c'est très intéressant à jouer à ce niveau-là. En plus de ça, ce que je trouve très bien, ce qui est bien dans le jeu, c'est que vous avez quand même beaucoup de cartes à jouer avant de terminer la partie, ce qui fait que qui sera premier joueur ou pas a assez peu d'importance. Contrairement à d'autres jeux, typiquement le Morpion, où celui qui est premier, ça change beaucoup de choses, quoi. C'est sûr. Masterline, c'est absolument pas le problème, parce que vous allez jouer, je sais pas, sur une bonne partie, je pense que vous jouez facile 15 cartes. Donc, en fait, avoir joué en premier ou pas, ça change pas grand-chose finalement. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut aussi, on peut bloquer l'adversaire ou le favoriser en voulant jouer de bons coups aussi. Des fois, on fait pas attention et il y a on rajoute des écrous pour l'adversaire en fait. Tout à fait. Et puis le fait de tourner les cartes permet des fois de, genre, là il est bloqué, il a deux rouages, puis il tourne une carte plus loin, puis boum, mince, il en a 5 maintenant. Ah merde. Ça s'est passé pour. Ouais, voilà. Donc tout ça fait que c'est un jeu qui est vraiment, il faut vraiment réfléchir, étudier, penser les possibilités, mais d'un autre côté, pour pas faire peur aux gens qui n'aiment pas trop calculer ou quoi, c'est pas si calculatoire que ça. C'est-à-dire que c'est à la bonne moyenne. Vous pouvez calculer les coups, c'est facile à prévoir le jeu où ça va aller dans 1 ou 2 coups. Ou en tout cas pour votre coup, trouver le coup le plus intéressant. Mais c'est pas non plus hyper calculatoire, vous avez passé 10 minutes à savoir qu'est-ce que je vais jouer, comment je joue. Il y avait aussi un truc qui était très bien, c'était la pioche. On n'était pas très bloqué avec la pioche. On avait des cartes, mais on n'était pas super bloqué pour poser. On peut toujours jouer, Ouais. on a toujours un truc intéressant à jouer, peut-être pas le meilleur truc qui nous intéresserait, mais toujours un truc intéressant à jouer. Ça vient du fait aussi que finalement les cartes sont assez peu différentes. Donc vous avez les 4 rouages, et en fait, ce qui change sur les cartes, globalement, hormis le symbole, c'est la couleur des rouages présents dessus. Vous allez peut-être avoir un argenté, 3 cuivre ou l'inverse, 2 de chaque.
deux de chaque positionnés face à face ou positionnés Côte à côte, etc. Voilà. Mais finalement, ça fait assez peu de cartes différentes dans la totalité du paquet. Donc en fait, vous avez toujours des possibilités de jeu, quoi, globalement. Sachant qu'en plus la rotation étant pas obligatoire, au pire si elle vous arrange pas, vous pouvez ne pas la jouer. Donc jouez juste la carte et dire je fais pas la rotation. Donc tout ça fait que c'est un jeu qui joue très bien, qui est fluide et voilà, et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous le recommande. Voilà. Donc pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, une dizaine de minutes, ça se joue bien. Voilà. Et maintenant on va passer donc à l'interview, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, juste avant, pour dire 2-3 informations, j'ai donc rencontré Eric Mariel de la boutique Les Ludovores de Palaiseau, qui se trouve rue de Paris. Tout simplement, pas très loin de Paris, hein, mais c'est la rue de Paris. Bon, Est-ce qu'il y a une rue de Paris à Paris? Oui. Non. Donc voilà, on parle avec lui globalement du côté Noël, mais de chez lui, parce que ça veut dire beaucoup au niveau des boutiques, mais encore plus spécial. Voilà, on se retrouve après l'interview. C'est ça. Présente-toi. Donc Eric Mariel, magasin Les Ludovores. On a monté le magasin il y a 4 ans maintenant. Et puis on est dans une rue commerçante de Palaiseau, en région parisienne. Voilà. Tu peux présenter la boutique maintenant? Donc la boutique elle-même, boutique de jouets et de jeux, bâtie sur plusieurs axes pour pas être dépendant d'un seul axe en particulier. Donc jeux de cartes à collectionner, jeux de société pour les petits et pour les grands, jouets en bois généralement, un petit peu de loisirs créatifs et une spécialité qui est le modélisme statique. Ah, tu fais aussi des déguisements? Ah ouais, un petit peu de déguisement. Déguisement, alors en fait on est en relation avec le plus gros fournisseur de déguisements en France. Et on peut passer des commandes toutes les semaines avec une relative rapidité de livraison, ce qui est assez pratique. Parfait. Ok, maintenant est-ce que tu peux nous parler des animations autour de la boutique ou dans la boutique? Alors les animations, d'abord on est en partenariat avec des associations en fait autour de la boutique, parce que la boutique elle-même est globalement trop petite pour faire des grosses animations en elle-même, parce que ça fait que 28 mètres carrés avec un tout petit espace où on peut accueillir 4-5 joueurs. Donc on est en relation avec les ludothèques de Villebon et Palaiseau, avec l'AMJC de Villebon et puis avec d'autres ludothèques où ponctuellement on va aller faire des actions. On va donc être lié aux présentations des jeux de société, puisqu'on a pas mal de jeux de démo qu'on peut présenter aux ludothèques pour voir si ça les intéresse ou pas de les rentrer dans leur ludothèque. Et puis on fait des animations via Magic, qui est un pôle qui tourne plutôt pas mal au niveau de la boutique et au niveau local. Au niveau de la boutique elle-même, en fait, hors période de Noël, parce que c'est trop le bazar à Noël pour pouvoir faire quoi que ce soit, on essaye, si possible, tous les samedis de proposer une nouveauté qu'on va présenter aux joueurs qui voudront venir l'essayer le samedi après-midi. Et le vendredi après-midi, on propose une micro-activité Magic avec des micro-tournois de 2, 3, 4 joueurs. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc maintenant on va t'en rentrer. Ah non, on a aussi des. Non, on a aussi une autre grosse activité en fait, c'est avec les écoles. C'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des écoles où on va faire 1 ou 2 fois dans l'année des semaines ludiques, où en fait les écoles vont sélectionner des jeux, on va les amener en démo le lundi, faire jouer les gamins toute la journée le lundi, laisser les jeux en démo toute la semaine pour l'école, et généralement le vendredi on fait une vente, donc les parents sont assez sûrs de ce qu'ils achètent pour les gamins, et en échange, nous, une partie de ce qu'on a récolté va être reversée à l'école sous forme de jeu pour qu'ils puissent après s'en servir toute l'année. Et c'est quelque chose qui est assez porteur pour la boutique et assez porteur pour les écoles, donc on a une bonne synergie. Ok, maintenant on va faire la partie sur Noël. Donc n'hésite pas à parler s'il y a des questions que j'ouvre, par exemple, si tu veux pas en parler parce que genre la relation avec les fournisseurs ou compagnie, je sais que c'est tendu, donc sinon on s'en fiche. Donc voilà, déjà, est-ce que pour toi Noël c'est un grand moment dans l'année? Alors Noël, c'est pas un grand moment particulier dans l'année, c'est un moment vital dans l'année. En fait, si on foire Noël, on ferme la boutique la semaine d'après, quoi, globalement. Donc tout doit être mis en place pour que Noël se passe bien, aussi bien à l'intérieur de la boutique qu'à l'extérieur de la boutique. Puisque par exemple cette année, on a participé à au total 12 marchés de Noël
que ce soit dans des CE ou dans des gros CE, de grosses entreprises qui sont dans un rayon de 10 km autour de la boutique, ou dans les CE, dans les marchés de Noël en fait des villes autour de la boutique qui sont demandeurs en fait du type de produit qu'on propose. Voilà, donc c'est vraiment vital et c'est une grosse gestion aussi bien de stock que de personnel en fait. Oui, parle-nous un peu du personnel, t'es tout seul ou... Alors moi à la base je suis tout seul, j'ai la chance d'avoir une femme qui est de temps en temps disponible donc qui va m'aider dès qu'elle peut. Après j'ai des jeunes en fait que je vais embaucher ponctuellement sur une demi-journée, une journée pour me remplacer quand moi je suis à l'extérieur ou pour eux-mêmes aller à l'extérieur. Si on fait plusieurs marchés de Noël, on va monter des équipes, sortir le matériel et puis après il faut tout ranger. Enfin voilà. Et donc on a. Alors c'est difficile de trouver des jeunes qui soient à la fois compétents, connaissant bien les jeux et en qui on puisse avoir facilement confiance. Mais bon, là on a une petite équipe de 4-5 jeunes qui sont prêts à se bouger. D'accord. Parlons un peu de la gestion du stock de Noël. Ah, grosse question. En fait, le gros problème, c'est... il faut savoir que dans le cadre des magasins de jeux, il n'y a jamais de reprise normalement de jeux. Alors de temps en temps, on arrive à passer un accord, mais c'est très très rare. Et donc, le stock de Noël, c'est une prise de risque, puisqu'on va globalement surstocker, mais il faut que tout parte. Parce que si on a un surstock après Noël, c'est autant d'argent de perdu, en fait, globalement. Et ça veut dire qu'une boutique comme la nôtre, sur les jeux qui tournent bien, quand on va se rapprocher de Noël, il y a des stocks qui vont disparaître et que les gens, s'ils ne se prennent pas assez tôt, ils n'auront pas. Voilà. Après, il y a quelques fournisseurs avec qui on va faire des petites commandes finales en urgence, mais l'idée c'est qu'une fois qu'on a passé nos grosses commandes, de limiter au maximum les commandes parce que ça fait des frais supplémentaires, ça fait des coûts supplémentaires et ça fait des risques supplémentaires pour la boutique, tout bêtement. D'accord. En parlant des jeux de Noël, est-ce que tu mets un accent sur les ventes, soit les gros best-sellers, soit les invendus que tu as, soit... Alors non, je fonctionne pas comme ça parce que en fait nous ce qu'on essaye d'avoir c'est une relation artisanale avec le client. Donc on n'est pas un supermarché avec une tête de gondole et puis les gens se disent c'est en tête de gondole donc on va prendre. Non, nous beaucoup c'est les gens, on leur demande quel est le jeu qu'ils aiment et on va leur proposer le jeu équivalent. Alors si possible plutôt dans les nouveautés ou dans les jeux pour lesquels on a des gros stocks, mais si on a des gros stocks c'est qu'il y a de bonnes raisons, c'est que ce sont des bons jeux, donc il n'y a pas trop de soucis, puisque le but quand même c'est que les gens soient satisfaits et reviennent après. Voilà. Donc il n'y a pas d'offre, on n'essaie pas de mettre en avant les invendus, puisque ça c'est plus quelque chose qu'on fera au mois de janvier, justement pour déblayer une partie du stock en faisant ce qu'on appelle des soldes, généralement. Là pour Noël, on essaie de proposer de tout pour tout le monde et de façon équilibrée. Après, il y a quelques jeux qui peuvent nous surprendre. Voilà, il y a 2-3 jeux qui nous ont extrêmement surpris et qui sont partis beaucoup plus vite que le surstock qu'on avait fait, qui était pourtant costaud. Voilà. T'as plusieurs livraisons pour Noël ou t'en as une grosse principale? Justement, normalement, en fait, pour chacun des fournisseurs principaux, dans le domaine des jeux de société, on essaie de faire une grosse livraison principale. Et puis après, je dirais en milieu de mois, on va faire une petite livraison de recentrage s'il manque un petit quelque chose, mais on essaye au minimum de le faire en fait. D'accord. Parce qu'en plus, comme on a une très grosse activité auprès des clients, on est peu dispo, on n'est pas nombreux, puisqu'on est souvent. Gérer la réception des stocks, la mise en boutique, faire les étiquettes, etc. Pendant qu'il y a 10 personnes à qui il faut expliquer des jeux, vendre les jeux, faire les paquets cadeaux, c'est pas forcément évident. Donc le mieux c'était de bien organiser avant Noël. Voilà. Sachant que Noël ça commence fin de la première semaine de décembre. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu peux nous parler des profils types des clients? Est-ce que tu as des personnes que tu vois jamais qui ouvrent la porte? Ou alors c'est globalement les habitués qui achètent plus? On a ouvert le magasin, parce que nous au départ on est des core gamers bien sûr, et on a ouvert le magasin en pensant aux core gamers. Et typiquement, à 2-3 exceptions près, c'est typiquement le genre de joueur qu'on ne voit jamais dans le magasin.
Voilà, parce qu'en fait, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont déjà testé les jeux, et ils vont aller au moins cher, et évidemment un magasin est pas compétitif vis-à-vis d'Internet, clairement, parce qu'on a beaucoup plus de frais. Donc nous, ce qui va, le type même de nos clients, qui sont le gros de nos clients, en fait, ce sont les familles qui viennent pour les anniversaires au cours de l'année, etc., et qui vont venir faire tous les cadeaux de la famille pour les enfants en une fois au moment de Noël. Voilà. Et ça, c'est vraiment le gros de notre clientèle, et dans l'année et à Noël. Voilà. Après, on a, c'est comme dans beaucoup de magasins, en fait, on a donc 80% du magasin qui va être très orienté familial, et les 20% restants qui sont des produits de niche qui vont s'adresser à des gens très particuliers, mais où on aura les produits pour leur répondre. Mais en toute petite quantité. D'accord. Est-ce que ta relation avec les CE ou comment ça s'appelle, mince, les entreprises à Noël sont revigorées ou tu as des périodes tous les 3 mois? Non, alors c'est à Noël de toute façon qu'on essaye de faire des choses. Après, ça dépend vraiment d'un CE à l'autre et surtout de la personne qui s'occupe du CE. Il y a des gens qui sont très dynamiques et qui ont envie de faire des choses et qui viennent vers nous et qui nous proposent des choses et ça se passe super bien. Il y en a d'autres où c'est nous qui vont proposer des choses. Des fois ça leur va pas parce que ça rentre pas dans leur case. Parce que voilà, on est avec des entreprises où tout est très, très organisé et qui supportent pas que ça sorte, etc. Du tout. Donc on essaye nous de proposer des choses de notre côté, comme des précommandes, des tarifs spécifiques, des mini-catalogues qui sont liés à la boutique, des choses comme ça, des catalogues PDF par exemple. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. C'est vraiment différent d'un CE à l'autre. Voilà. Après, nous, notre travail, c'est d'essayer d'être présent à Noël. Et en secondaire, en fait, aussi d'avoir une deuxième visite en cours d'année, pour que les gens, en fait, connaissent la boutique et nous attendent quand on vient, ou alors viennent à la boutique parce qu'ils savent où elle est, et elle est forcément pas très 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 loin, en fait. D'accord. On va finir par une petite anecdote sur la boutique, soit rigolote, soit pertinente. Une petite anecdote. En fait, deux petites anecdotes. Il y a un jeu que j'ai rentré à l'ouverture de la boutique, qui est pas si mal que ça, mais qui n'a pas trouvé son public. Voilà, qui s'appelle Horse Fever, qui est un petit jeu où on va faire des paris sur des courses, etc. Et en fait, j'ai un client qui m'a acheté la première année le Horse Fever, donc j'ai un petit stock de Horse Fever, quelques boîtes. Je n'ai jamais vendu ce jeu, sauf à ce client qui revient tous les ans m'acheter un Horse Fever pour l'offrir à une personne différente. Et en fait, ce seul client me prend tout mon stock d'année en année, ce qui est assez rigolo. Voilà. Une autre petite anecdote, il faut savoir qu'on a des petits qui se promènent dans le magasin. Et évidemment les petits c'est plein de bras et plein de doigts au bout de ses bras et ils veulent toucher à tout le temps. Donc on a mis à disposition une sorte d'arbre magasin qui a un truc avec des objets qui servent strictement à rien, qui valent 3 francs 6 sous, et en fait c'est quelque chose que les gamins ont le droit de toucher. Et ça c'est génial parce que même si les parents disent non, nous on dit pas non parce que c'est fait exprès pour ça. Et ça marche bien. Ok. Voilà. Et pour finir, une liste de Noël. Une liste de Noël, les jeux qui nous ont particulièrement emballés sur Noël, sur donc cette fin d'année, Seven Wonders Duel, on était très sceptiques en le testant et on en a fait 7 parties coup sur coup, donc c'est un jeu qui est pas si mauvais que ça finalement, et même plutôt bon. Grosse surprise aussi avec The Game, qu'on a pris complètement au hasard parce que le commercial de chez Oya me disait si prends-le, il est bon, et effectivement il est très 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 bon. Voilà, ça c'est 2 petits jeux qui ont vraiment cartonné, et malgré tout ce qu'on en dit, parce que on peut pas revenir en arrière, parce que la boîte, voilà, Pandémie Legacy, juste énormissime comme jeu, vraiment faut le tester parce que faut le tenter, voilà. C'est une expérience unique, vraiment unique en plus. Et puis, pris au hasard, parce que j'avais vu les figurines et qu'elles me paraissaient très belles, Blood Rage, un très gros jeu, assez cher, faut dire ce qui est, mais j'ai rarement vu des figurines aussi belles dans un jeu de société. Voilà, ça c'est les 4 petites choses qui sont rentrées là, qui sont vraiment pas mal. Ok.
Bah, je te remercie, j'ai fini. De rien. Voilà. Ah, j'ai pas pris de bon. D'autres, tu voulais? Non, si, peut-être. Oui, j'avais pas parlé aussi pour les petits Ah ouais. jeux. Bah, tu peux. Voilà, donc, ouais, aussi un jeu qui est rentré cette année. Très bonne surprise. Parce que depuis de nombreuses années, on propose systématiquement Pic Plume pour les petits de 4 ans. Et en fait, là, il y a un nouveau jeu Gigamic, à peu près de la même taille, qui s'appelle les Rallye des Vers de Terre, avec un matériel très intelligent, très bien pensé. Et les gamins sont dithyrambiques avec ce jeu, et les parents s'amusent aussi, comme dans Pic Plume. Donc voilà, une nouveauté Gigamic très 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 bonne. Voilà. Et ouais, j'ai tout parfait. Je te remercie beaucoup. Tiens, en les regardant petit à petit, j'en vois d'autres. Mais là, je vais finir par faire la moitié du magasin. Et on recommence à combien? On s'en fout. On s'en fout, Voilà, il tu- Bah, C'est moi qui fais tout, hein, donc dès que tu D'accord. veux, tu dis bah, et bah à bientôt, au revoir, bisous. Donc dans 10 secondes. Non, Non, on s'en Ok, fout. d'accord. Maintenant. Donc voilà, l'interview est terminée. On remercie encore une fois Eric Tout à fait. de Merci nous à avoir vous. accueillis dans sa boutique. Voilà. Et on vous souhaite alors de joyeux Noël. C'est ça. Et ouais, et ben voilà. Et de bonnes vacances. J'espère que Papa Noël il va vous amener plein de jeux. Voilà, Au moins. des beaux cadeaux, des Masterline en cadeau. Ouais, ça va pas mal, c'est bien. Allez, Allez, À bientôt. salut. Au revoir.